Audio Jungle. Bienvenue mesdames et messieurs, merci d'être avec nous, c'est Matin Bonheur en ce 169e jour de l'année 2018, 18 juin 2018, très heureux de vous retrouver pour une autre cavalcade qui va nous conduire jusqu'au vendredi 7h30 UTC. Vous le savez, pour cette cavalcade, j'ai comme coéquipière la ravissante et sublime, très reposée, très mignonne encore plus ce matin, Nessindri. Merci Marco, bonjour téléspectateurs. Ça va bien? Le Matin Bonheur, oui, ça va très bien. Vous avez reçu beaucoup de cadeaux. C'était la fête des pères. Ah oui. Hier. Franchement, j'étais gâté. Honnêtement. Pour une fois, oui. Vous avez beaucoup de cadeaux, beaucoup de bisous, beaucoup d'amour. Ah oui. On vous aime. Hein. On aime également tous les papas qui sont devant leur poste récepteur. On vous souhaite une excellente semaine en compagnie de Matin Bonheur et des programmes de la RTI. La cravate, c'est vous. Ça fait partie des cadeaux. Oui, et ça vous va tellement bien. Merci beaucoup. Je suis très gâté. Voilà, aujourd'hui, lundi, Marco, la thématique de ce jour fera la part belle à l'apiculture. Vous savez, nous saurons comment les hommes et les abeilles collaborent pour nous donner ce bon miel qu'on connaît. Et si c'est rentable aussi, surtout. Oui, si c'est rentable. Et comment ça se passe, tout ça? On en parlera avec notre expert du jour. Mais avant, il sera question de sport avec Patrick Guité. On aura également Instant Vérité de Gabriel Zani. Et pour démarrer cette émission, c'est bien sûr avec un peu de sport, la gym. Bonjour Nessie, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission de sport. Alors moi c'est Coach Kadi. Aujourd'hui on va faire des exercices axés juste sur les épaules. Donc ça va être travail des épaules, travail des épaules. Je vais vous demander, on va travailler avec des poids, avec des haltères. Alors, si vous n'avez pas de poids chez vous, vous pouvez aller chercher des petites bouteilles d'eau. Ça peut être 2 petites bouteilles d'eau. Pour les plus forts, ça peut être 2 grandes bouteilles d'eau, idéalement pleines. Et on va commencer. Donc, si vous êtes prêtes, mesdames, on y va pour l'échauffement. On va commencer par corde à sauter. On imagine qu'on a une corde à sauter dans les mains. Excellent. On relâche. On va faire les bras croisés avant, l'un au-dessus de l'autre. On pense à garder les épaules en bas, à garder les abdos contractés, les bras bien tendus. 3, 2, 1, on ouvre. Alors moi c'est Coach Kadi. Aujourd'hui on va faire des exercices axés juste sur les épaules. Donc ça va être travail des épaules, travail des épaules. Je vais vous demander, on va travailler avec des poids, avec des haltères. Alors si vous n'avez pas de poids chez vous, vous pouvez aller chercher des petites bouteilles d'eau. Ça peut être 2 petites bouteilles d'eau. Pour les plus forts, ça peut être 2 grandes bouteilles d'eau, idéalement pleines. Et on va commencer. Donc si vous êtes prêtes mesdames, on y va pour l'échauffement. On va commencer par corde à sauter. On imagine qu'on a une corde à sauter dans les mains. Excellent. On relâche. On va faire des bras croisés avant, l'un au-dessus de l'autre. On pense à garder les épaules en bas, à garder les abdos contractés, les bras bien tendus. 3, 2, 1. On ouvre. Bras sur les côtés, rotation vers l'avant. On fait des petits cercles. On respire. 3, 2, 1. Et on change, on va vers l'arrière. On pense à garder les bras bien tendus. On tire sur nos doigts. Encore pour 3, 2, 1. Et on relâche. On va garder les jambes écartées un peu plus larges que les hanches. On va descendre en squat. Et on va revenir. On va descendre en squat. Et on revient. Donc je rappelle que les squats, c'est pas juste pour travailler les jambes et les cuisses, mais ça peut vous servir aussi dans votre échauffement, juste pour faire monter votre fréquence cardiaque un tout petit peu. On va en faire 2 autres. On descend. Une petite dernière.
On va repartir corde à sauter une dernière fois. Encore. 3, 2, 1 et on respire. Excellent. On va relâcher nos bras. Vous allez prendre vos petites bouteilles d'eau et vous allez les garder sur les épaules. Donc, on va faire très attention à garder les coudes à l'intérieur. Le mouvement va consister à faire une rotation du haut du corps en emmenant le bras au-dessus de la tête et on revient. Donc, 3, 2, 1, on y va. On tourne et on pousse. 1, on ramène, on change. Hop. On part pour 2 et on change. On part pour 3 et on change. On s'assure de garder le bras toujours bien aligné avec les oreilles. Encore 2 autres de chaque côté. On change. Une dernière. Et on change. Excellent. On ramène les bras en bas. On respire. Prochaine étape, on va garder les jambes toujours à la largeur des hanches. L'objectif va être de lever les bras à la hauteur des épaules et de les ramener en bas. 3, 2, 1 et on y va. 1. Et on revient. On expire en levant. 2. Et on revient. Et on repart. 3. Et on ramène. Et on repart. 4. Et on revient. On y va pour 5. Encore 2 autres. 6. Et une dernière. 7. On ramène et on respire. Prochaine étape, prochain exercice, vous allez lever les bras vers l'avant en alternant bras gauche et bras droit. 3, 2, 1, on contracte nos abdos, on fléchit un tout petit peu les genoux et on lève. 1, on ramène, on change. Encore. 2, on ramène, on change. 3, on ramène, on change. On part pour 4. On ramène, on change. On part pour 5. On ramène, change. Toujours les abdos contractés. On lève et on revient. Vous voulez vous assurer de toujours lever le bras à la hauteur des épaules. Encore. Une dernière de chaque côté. On lève. Et on change. Excellent. Petite dernière, vous allez m'emmener les bras, les poids sur les épaules. On va garder les jambes un tout petit peu plus larges que tout à l'heure. On va fléchir sur nos genoux et on va utiliser les jambes pour monter le poids au-dessus de la tête. Et on revient. Et on y va. 1 et on pousse. On revient. 2, pousse. Et on revient. Encore. 3, pousse. Et on revient. Donc ici, les jambes vont nous aider à monter le poids le plus vite possible. Ah. Encore. On y va pour 3 autres. Expire en poussant. Et on revient. 2 autres. On expire, on pousse. Et une dernière. Expire, on pousse. Excellent. Et on ramène. On va déposer nos poids. On va relâcher nos bras. On va étirer nos épaules un tout petit peu. On croise. On descend. On change de côté, croise et on descend et on relâche. Excellent, mesdames et messieurs. Donc, je sais que ça va forcer au niveau des épaules. Ça va forcer peut-être un tout petit peu au niveau de votre cou parce que vous n'êtes pas habitué, donc vous allez forcer. N'hésitez pas à repartir voir les vidéos sur YouTube, à refaire les exercices au moins 2-3 fois chaque exercice. Sur ce, nous vous souhaitons une très bonne journée et on se dit à demain. À demain, Coach Yazi, on vous retrouvera avec beaucoup de plaisir. J'espère aussi que vous allez aller sur YouTube pour regarder Elagim et toutes les rubriques de cette première émission de la semaine. Premier reportage d'ailleurs, très chers téléspectateurs, nous envoie du côté de la France pour parler de nouveaux concepts, de jardinage, tout ça. Il faut être très, très attentif. Ça s'appelle la permaculture. Et puis il y a une femme du Bec Elohim, un modèle français de la permaculture, c'est en Normandie. Là-bas, la ferme donc, du Bec Elohim est un modèle du genre, tout ce qui fait parler donc, de la démarche de l'agroécologie qui peut rimer aussi avec la rentabilité ou quand la permaculture permet de gagner un peu d'argent. On y va.
pas de tracteurs ni de pesticides et un mode de production qui s'inspire de la nature. Ce sont les grands principes de la permaculture. Depuis 2006, dans leur petit coin de Normandie, Charles et Perrine Hervé Gruyer réinventent le maraîchage. L'idée, implanter un maximum de cultures sur de très petites surfaces. Le bilan est plus que positif. On arrive à prouver que sur un tout petit espace, travailler intensément à la main, avec beaucoup de soins par définition, où on va réintroduire un maximum de biodiversité, eh bien on arrive à pratiquer une agriculture vivrière qui fait vivre les maraîchers, qui nourrit les populations autour avec une nourriture fraîche, de saison et saine. Je ne sais pas si on peut rêver mieux. En 2015, une étude de l'INRA valide ce modèle. Sur 1000 mètres carrés cultivés intensément, à la main et sans produits chimiques, un maraîcher peut espérer récolter l'équivalent de 55 000 € de fruits et légumes par an. Des résultats qui suscitent de nombreuses vocations. 2 fois par an, la ferme du Bec et Loin organise des formations complètes, plusieurs mois à l'avance. C'est bon d'avoir quelques formations, d'avoir quelques pratiques pour commencer. Parce que parfois, juste de lire des livres et chercher dans l'Internet, ce n'est pas suffisant pour apprendre bien à faire des choses. En reconversion professionnelle, Betania et son mari ont pour projet d'installer une micro-ferme dans le sud du Portugal, en s'inspirant de l'exemple du Bec et Loin. Eux, leur défi ici, c'est le soleil presque. Le soleil et la chaleur. Nous, c'est l'eau. Donc on ne va pas pouvoir faire un copier-coller de la ferme au Bec et Loin en Portugal. Mais en tout cas, on va garder peut-être certainement beaucoup de choses de la structure, de la technique et l'adapter. Et après 12 années d'expérience, Charles Hervé Gruyer en est certain, son modèle répond aux défis énergétiques et climatiques planétaires. Prendre la nature comme modèle, pour moi, c'est une solution, quelle que soit la latitude, la longitude, l'endroit de la planète où on est installé. Parce que la nature a su s'adapter à tous les environnements. Alors, les réponses ne seront pas les mêmes sur le terrain, mais les grands principes bio-inspirés, inspirés par la vie, ils sont grosso modo les mêmes partout. Selon l'étude de l'INRA, 1000 mètres carrés cultivés selon la méthode du Bec et Loin permettent à un maraîcher de se rémunérer en moyenne 1 200 € par mois pour 43 heures de travail hebdomadaire. Voilà, des techniques pour préserver l'environnement, quoi de mieux, hein? Voilà. Quoi de mieux? On gagnerait bien à reproduire ce genre de techniques. Ça nous permettrait, nous, de sauvegarder l'environnement et de toujours respecter les normes écologiques. Marco, il est bien installé. Mister Guité. C'était Pat Guité, Piso Guité. Ça va? Oui, ça va très bien. Alors, vous êtes habillé comme j'ai envie de dire comme un Russe. Non, comme un Russe. Comme un Russe. Oui, avec la barbe qui va avec. Non, moi je parle des Russes. Mais oui, c'est pas de problème ici. En tout cas, je suis très bien habillé. Voilà, je rends hommage à tous ceux qui ont fêté. Bonne fête, papa. C'est un cadeau, ça? Oui, c'est un cadeau de la fête des pères? Non, pas du tout. Nessie est venu sans un cadeau pour nous autres. La barbe, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour les téléspectateurs. Un cadeau pour les téléspectateurs, la barbe. Alors, beaucoup de belles choses. Hein. Bon, beaucoup de belles choses en sport, en tout ce qui concerne le sport, c'est vrai, plus dans son sport pluriel, mais au niveau donc des équipes africaines engagées pour la Coupe du Monde, eh bien, on n'est pas très heureux de leurs prestations. En tout cas, on va y revenir tout à l'heure dans le fil. Mais ce sont les premiers matchs, il y a de l'espoir. Oui, ce sont les premiers matchs, mais bon, avec la prestation de certaines équipes telles que le Nigeria, eh bien, dans des poules assez relevées, eh bien... Surtout, on va revenir là-dessus, surtout de l'âge des joueurs nigérians. Jingle. Bon. J'ai une question à poser. Le gardien de l'équipe nationale nigériane, on dit qu'il a quel âge déjà? C'est le plus jeune, Zoua, 18 ans, 19 ans? Est-ce que ce monde est sérieux? Si, ce monde est très sérieux. Et de toutes les façons, comme Philippe Doucet, on va abandonner l'âge. Même le commentateur Philippe Doucet de Canadien, il faut laisser l'âge. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire, mais il n'y a pas que le football, il y a d'autres disciplines, dont le rugby, avant de devenir donc
à la Coupe du Monde qui a démarré le jeudi dernier. Alors il y a du rugby avec les éléphants de Côte d'Ivoire qui eux ont participé à la Silver Cup qui va se dérouler bien du 8 au 14 juillet prochain. Ce sera un peu, on va dire, vers la finale. C'est dans la ville rose à Toulouse. La ville rose à Toulouse, pour ceux qui ont visité cette ville, ils savent que bon, voilà, c'est une ville rose. Je ne sais pas si Nessie a fait un tour là-bas à Toulouse. Donc du 8 au 14 juillet, les éléphants seront à Toulouse pour participer à la Silver Cup. C'est une compétition africaine. Et pour préparer cette compétition, ce tournoi, eh bien, Edgar Babou, le sélectionneur national, a convoqué 30 éléphants, 25 issus des championnats européens et 5 de la Ligue ivoirienne de rugby qui s'est achevée avec la victoire du rugby club de Yopougon face au Biafra Blair. Différents adversaires de la Côte d'Ivoire à cette compétition seront le Sénégal et l'Algérie. L'objectif, eh bien, c'est d'atteindre la Gold Cup qui permettra donc aux éléphants d'accéder aux éliminatoires de la Coupe du Monde prochaine. En athlétisme maintenant, Patrick Guité, c'est Gabriel Thiakou qui renaît. Oui, il renaît. J'ai inscrit Gabriel Thiakou de retour, mais non, il ne sera pas là. C'est juste qu'il sera célébré. Célébré, oui, c'est une façon, c'est une figure de style. Une figure de style, bien entendu. Il revient dans nos esprits à travers... C'est clair, à travers ce meeting qui refait surface. Donc, le mercredi 13 juin dernier, le président de la Fédération ivoirienne de rugby, M. Jeannot Kwame, qu'on voit à l'écran, a annoncé donc le retour du meeting Gabriel Thiakou. Ce sera pour le 20 juin prochain au stade Félix Houphouët-Boigny à partir de 14 h précise. 93 athlètes issus de 9 pays sont attendus à Abidjan pour cette nouvelle édition du meeting Gabriel Thiakou. Alors les épreuves, c'est le 100 mètres, le 200 mètres, le 400 mètres de saut en longueur, le triple saut et le lancer du poids. Vous voyez Muriel Aoré et Marie-Josée Talot à l'écran. Elles ne seront pas là. Non, parce que le même jour, elles ont des contingences internationales. Bien entendu, elles préparent déjà la Diamond League du 30 juin prochain, c'est à Paris, en France, donc elles ne seront pas présentes. Par contre, Cissé Gueux, qui a fait sensation lors des Jeux de la francophonie, eh bien, sera bel et bien là au stade Félix Houphouët-Boigny. Faites nombreux déplacements pour soutenir nos éléphants la tête. On parle football à présent, le Racing Club, champion de la Ligue 2. Ouais, un accent anglais quand même. Hein. Le Racing Club, non, on le dit en français. Le Racing Club d'Abidjan. Le Racing. Merci. Faut vous y mettre, il faut vous y mettre. La prochaine Coupe du Monde, ce sera au Canada, aux États-Unis, au Mexique. Non, mais la prochaine Coupe du Monde, c'est espagnol, anglais. La prochaine Coupe du Monde, c'est d'abord au Qatar. Donc voilà, je suis bien habillé pour là-bas. Là-bas aussi, c'est l'anglais. Bon, ok. Donc vous n'avez pas le choix. Bon, j'ai mis mes langues. Le Racing Club d'Abidjan est champion de Ligue 2. On connaissait le champion de la Ligue 1, la Seine Mimosa, mais on n'avait pas l'identité du champion de la Ligue 2. Eh bien, c'est connu depuis le vendredi 15 juin dernier. Le Racing Club a battu le Lys de Sassandra sur le score de 5-2. Vous voyez les joueurs du Racing Club qui sont habillés en rouge et blanc, en rouge et noir, pardon, avec les habits de l'OGC Nice. C'est pour vous dire que le Racing Club, déjà promu en Ligue 1, va signer un partenariat avec l'OGC Nice. C'est pour vous dire déjà ils ménagent leur monture pour aller très 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 loin pour leur première participation à la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Mondial à présent. Allez, mondial à présent, hein, l'Afrique est loin du niveau, hein, il faut le dire. Nous avons 5 représentants dans cette compétition. 3 ont déjà presté. 3 défaites d'affilée, défaite de l'Égypte, défaite du Maroc et défaite du Nigeria. Si une défaite pourrait nous encourager, c'est celle de l'Égypte qui a tenu cette équipe uruguayenne et malheureusement qui est tombée dans les dernières minutes à la 89e suite à ce coup de tête de Jiménez. Mohamed Salah n'a pas participé à cette rencontre parce que blessé, on avait tant d'espoir que l'attaquant de Liverpool serait présent. Malheureusement, son épaule est toujours... de toute façon, une seule pyramide. Je crois que ne fait pas le tourisme, le tourisme égyptien. Je crois que lors de ce match, il aurait fallu de la folie, il aurait fallu une dose de technique de vitesse et Mohamed Salah aurait pu apporter cela. En fait, au-delà de tout ça, au-delà de la technique, au-delà de la vitesse, ce qu'il faut remarquer, c'est que les équipes africaines n'ont pas le mental. Je prends un exemple concret. Regardez la Suisse.
le jeu produit par la Suisse devant le Brésil hier. Regardez le jeu produit par l'Islande, une nation qui a face à l'Argentine, une nation qui prenait des valises par le passé, 6-0, 5-0. Mais aujourd'hui, l'Afrique, il faut soigner le mental. C'est très, très important. C'est au niveau du mental, vous avez raison, au niveau de la concentration. Jouer avec le vrai âge. Bon, je ne sais pas qui joue. Non, je dis ça comme ça, ce sont des pistes d'idées. Et puis en plus, ces joueurs-là se retrouvent tous dans les mêmes clubs. Quand on dit à l'international. Quand on dit à l'antenne que c'est l'équipe la plus jeune du tournoi et que pendant l'hymne national, on voit le gabarit, bon, on se pose des questions légitimes. Ils mangent très bien, les Nigérians, donc voilà, ils sont bien bâtis, on le sait. En 1994, on avait des Nigérians très bien bâtis avec les Uche Okechukwu, Adepoju, voilà. Non, ça par contre, ça c'est une grande génération. C'est une grande génération. Racine Yekini, paix à son âme, et c'était une réelle machine qui a fait douter l'équipe argentine. En match amical, l'Argentine avait été battue par le Nigeria sur le score de 4-2, mais en compétition, eh bien, on perd tout notre football à l'image du Nigeria battu par la Croatie qui n'a pas eu à forcer son talent pour venir à bout, donc les Nigériens. Aujourd'hui, la Tunisie entre en lice contre les Three Lions. La Tunisie entre, on a très peu également, on n'a pas envie de parler de la Tunisie, on a tellement parlé d'espoir pas de la Côte d'Ivoire, mais des pays africains qu'aujourd'hui on a envie de parler des Three Lions. C'est mieux que les éléphants soient restés en tout cas. L'Angleterre qui va entrer en lice avec ses stars également Harry Kane, Jamie Vardy, Raheem Sterling. Belle génération. Une belle génération également. Mais vous savez, l'Angleterre ressemble quelque peu aux sélections africaines également. Beaucoup d'espoir. Et puis après, on tombe dans nos travers. On espère que la Tunisie va rester solide face aux Three Lions. Et demain, le Sénégal, les Lions de la Teranga, entrent en lice face à la Pologne. C'est un gros morceau, mais on a confiance. La Pologne de Lewandowski. Oui, la Pologne de Lewandowski. Oui, la Pologne de. Heureusement, Camille Glick n'est pas là. Il est blessé. Il est blessé, mais il reste dans le groupe quand même, avec un certain Grosicki également. Donc, ça sera un gros morceau. Alors, vous, quel est votre coup de cœur? Vous êtes notre spécialiste sport. Quel est votre coup de cœur de ce mondial, dans tout ce qu'on a vu jusque-là? Mon coup de cœur, c'est. Bon, excusez-moi, je ne vais pas parler des équipes africaines, mais c'est le gardien du Mexique, Guillermo Ochoa, qui. Standard de Liège. Bien entendu. Pour moi, c'est l'un des meilleurs gardiens au monde, mais je ne sais pas pourquoi il n'évolue pas dans un très grand club. Parce qu'il est mexicain, il est au Standard de Liège. Mais parce qu'il est tout simplement mexicain. Imaginez-vous qu'il aurait été brésilien. Ça fait mal de le dire, mais c'est la réalité. S'il était brésilien, s'il était espagnol ou autre, il allait... Absolument. Voilà. Absolument, c'est mon coup de cœur de cette Coupe du Monde. Il a été impeccable, impériable face aux Allemands. Et je rappelle que les Mexicains ont fait la messe juste avant le match. Peut-être que ça a aidé. Ça a aidé certainement. Ils ont fait la messe spécialement dans les vestiaires. J'ai des images, je vais vous les montrer tout à l'heure. Petite information également, vous savez que la Russie a fait carton plein face à l'Arabie Saoudite, 5-0. Et la fédération, s'il vous plaît, saoudienne, la fédération saoudienne a décidé, de poursuivre certains joueurs certains joueurs saoudiens qui n'auraient pas mis le pied là où il fallait pour permettre à cette équipe saoudienne de tenir tête à la Russie qui ne partait pas favori. Parce que les Saoudiens sont arrivés vraiment avec un avion ultra moderne. Ils ont montré des images vraiment avec toutes les commodités. Mais bon, et puis pour rire un peu, j'ai un ami qui me disait, mais les Russes et Arabie Saoudite, normalement il y a alliance. Mais pourquoi ils ont fait ça? On se comprend quand on est ivoirien. On se comprend. Dernière information pour ce bulletin sport. Alors, ça ne sera pas le Maroc qui organisera donc la Coupe du Monde 2026. Hélas, la candidature marocaine a été battue au vote par celle de la triple entente USA, Mexique et Canada. 134 voix contre 65. La Côte d'Ivoire a voté pour qui? La Côte d'Ivoire a voté pour le Maroc. Il était bel et bien, la fédération était représentée là-bas en Russie par Sidi Diallo, le président de la Fédération de football, par Sori Diabaté et par M. Sametiassi. On les voit là à l'écran, ils ont bel et bien voté le Maroc. Les 11 pays africains n'ont pas voté pour le Maroc, dont la Guinée, qui a indiqué qu'elle avait bel et bien voté pour le Maroc, et la FIFA a réagi pour indiquer que son système était infaillible, que tous ceux qui ont voté pour les États-Unis, le Mexique et le Canada
avaient bel et bien voté pour cette triple entente et tous ceux qui ont voté pour le Maroc avaient bien voté le Maroc. Donc il faudra s'expliquer au niveau donc de la Fédération guinéenne de football, puisque... Bon, Mali doit se retourner dans sa tombe. Africa Unite. Bien entendu, puisque le président de la Fédération guinéenne de football était ambassadeur de la candidature du Maroc. Alors, comment se fait-il que le président de la Fédération guinéenne puisse voter pour les États-Unis, le Mexique et le Canada alors qu'il est ambassadeur du Maroc? Grande question. Oui, surtout que Donald Trump, il y a quelques jours avant, avait menacé tous les pays qui avaient des subventions au niveau sportif. Peut-être que ça a pesé, on ne sait jamais. Mais franchement, l'Afrique et l'Union, c'est deux entités différentes. Et là, ça fait mal. Merci beaucoup, Del Piso. Merci. On vous retrouve lundi prochain. Ce sera la dernière de la saison. Là, c'était l'avant-dernier rendez-vous. Au grand bonheur. Au grand bonheur. Franchement, on ne cache pas, oui, parce que c'est pas facile. Oui, non, on ne se cache pas. On ne se cache pas, c'est pas facile. Merci beaucoup, Del Piso Guité. On vous retrouve avec beaucoup de plaisir. Mais en attendant, on va retrouver Hamza Diaby qui va nous présenter les principales manchettes de l'information ce lundi 18 juin 2018 sur RTI 1. Vous êtes à Matin Bonheur et vous faites bien, mesdames et messieurs. Journée scientifique 2018 sous le parrainage du ministre du Pétrole, de l'Énergie, du Développement des énergies renouvelables, M. Thierry Tano, sous la présidence du ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, M. Bruno Nabagné-Koné, porte-parole du gouvernement, sous le parrainage du secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, M. Moussa Sanogo. La direction générale de l'ISTC Polytechnique organise la 15e édition des Journées du communicateur, les 21 et 22 juin 2018 à 8h30 à l'ISTC Polytechnique. Thème ISTC Polytechnique en chiffres et en pourcentage. Chef d'entreprise, décideur, vous êtes attendu au rendez-vous du savoir-faire des promotions sortantes. L'ISTC Polytechnique forme les professionnels de l'information et de la communication de demain. MTN, everywhere you go. Madame, Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre en ce lundi. Aujourd'hui, la matinée sera nuageuse sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Le soleil sera de plus en plus voilé du rivage océanique à la frontière nord du pays. Les nuages bas seront nombreux dans le ciel des régions sud, centre et ouest du pays. Ces bourgeonnements nuageux évolueront en cours de matinée pour donner des pluies par endroits sur le pourtour littoral et les régions forestières du pays. Les températures au lever de ce jour, 24 degrés pour Abidjan, à Diaké affiche 23 degrés, 24 à Bandoukou et à Boaké, 25 degrés pour la ville de Daloa, 24 à Dimbokro et à Gagnoa, 26 à Korogo, la température la plus faible de 21 Vuaman, 26 degrés à Odiéné, 22 degrés pour San Pedro et Sassandra, 21 pour Tabou et 24 à Yamoussoukro. Cet après-midi, le soleil fera quelques percées, mais les nuages domineront le ciel sur la majeure partie des régions de la Côte d'Ivoire. Les orages se développeront en cours d'après-midi, accompagnés parfois de rafales de vent et de cumuls de précipitations importants dans le sud forestier, à l'ouest et sur le littoral. Le nord sera également le lieu de passage de nombreux orages en cours d'après-midi, avant qu'un ciel nuageux ne prenne le dessus. Côté valeur, en ce qui concerne l'après-midi, 30 à Abidjan et à Diaké, 32 degrés pour la région du Gantougo, la ville de Boaké affichera 33 degrés, 31 pour Daloa, 32 degrés à Dimbokro, 30 degrés à Gagnoa, la maximale de 34 relevée à Korogo, 29 degrés pour la ville de Mans, 32 à Odiéné, 30 degrés pour San Pedro, 29 à Sassandra, 28 pour Tabou et 32 degrés à Yamoussoukro. L'essentiel du temps de ce lundi est fait. À tous et à toutes, excellent début de semaine.
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Hier dimanche 17 juin, les papas ont été célébrés, ceux qui aux côtés des mères sont le pilier de la cellule familiale. Une fête hélas qui suscite très peu d'engouement, même si quelques manifestations assez sympathiques ont été constatées à travers le district d'Abidjan par notre reporter Franck Quadio. On regarde. Un après-midi de dimanche, ambiance dominicale classique, sauf que ce jour, c'est jour de fête des pères. Et pourtant, il n'y a pas d'engouement, autant d'engouement que lors de la fête des mères. Dans ce supermarché à Cocody, pas grande affluence, mais quelques clients sont passés faire des achats pour leur père, selon le gérant. Fête des pères, bon, c'est pas tellement ça. Sûrement que les personnes ont décidé de fêter en famille. Voilà. Mais en tout cas, au niveau de ce supermarché-là, chacun est venu faire des achats pour aller fêter à la maison. Pour cette dame, rien de spécial prévu pour son conjoint. Je n'ai rien prévu pour lui, parce qu'à la fête des mères, il n'a rien donné. Mais dans la morosité, quelques éclaircies. À Adjamé, autre commune, une ambiance différente. Ces femmes regroupées au sein d'une association ont décidé d'honorer les papas. Nous accompagnons la belle initiative qu'a eue cette association de non seulement fêter les papas, mais aussi de fêter les mamans. Derrière un grand homme se trouve une grande dame. Donc nous avons décidé cette année de les avoir à nos côtés pour pouvoir vraiment célébrer les pères qui sont, pour leur montrer notre amour, notre attention auprès d'eux. Une marque d'attention qui plaît aux hommes. On parle souvent de la fête des mères, mais pas souvent de la fête des pères. En tant que père, nous pensons que c'est une belle cérémonie. On avait l'habitude de magnifier, d'honorer nos mamans, nos femmes. Elles ont reconnu nos mérites, nos savoir-faire, nos bienfaits. Elles nous honorent aujourd'hui. Retour à Cocody, à la Riviera, une célébration élargie organisée par femmes et enfants. Ici, dit-on, le père est le pilier de la famille. Nos papas font plus que, si je peux le dire ici, font plus que nos mamans. Donc je pense qu'on devrait plus les célébrer que les mamans. On a quand même avec les enfants prévu un petit cadeau pour lui dire merci vraiment pour tant d'amour pour nous, pour la maison. Lui dire merci également pour tout ce qu'il fait pour nous. En compagnie de ses invités, c'est un papa qui ne cache pas sa joie. C'est pas courant, je ne sais pas encore ce qu'il y a dedans, mais c'est déjà une excellente impression. Je lui dis merci beaucoup. Engouement ou non, le père est au centre de toutes les attentions tous les 18 juin. La fête des pères est célébrée pour la première fois en 1910 aux États-Unis. Bonne fête des pères à vous tous, pères dévoués à travers le monde qui nous regardaient ce matin. Le rôle des jeunes et des étudiants dans la construction d'une culture de paix durable. Voilà le thème retenu pour le lancement officiel des activités de la branche Côte d'Ivoire de YSP, Youth and Students for Peace. Il s'agit pour cette organisation mondiale d'enseigner aux jeunes une culture de valeurs et d'intégrité basée sur des principes universels. La cérémonie s'est tenue samedi dernier, ici à Abidjan, en présence d'Akassaé Lazare, le président de la Fédération nationale pour la paix universelle en Côte d'Ivoire. Salimata Dia et Franck Quadio signent ce reportage. International Youth and Students for Peace, basé à Séoul en Corée du Sud, a désormais une branche en Côte d'Ivoire, une plateforme d'échange et de formation pour les jeunes et étudiants qui partagent la vision de construire une culture de paix durable. Nous développons le programme que nous appelons le programme de l'éducation du caractère, où nous enseignons aux jeunes les valeurs. L'école donne déjà l'éducation sur le plan intellectuel, mais nous mettons l'accent sur le cœur. Nous appelons aux jeunes à mettre le cœur devant, à acquérir l'amour et agir avec l'amour dans tout ce qu'ils font. Nous voulons mettre l'accent sur l'éducation du caractère pour transformer le cœur des jeunes et amener les jeunes à devenir tolérants et à adopter une attitude de paix en toutes circonstances. Cet engagement est soutenu par la Fédération pour la paix universelle en Côte d'Ivoire et les personnalités qui œuvrent pour la promotion de la jeunesse et de la paix. Après les hommes, les femmes, après les parlementaires, aujourd'hui, nous étendons nos valeurs à la jeunesse. Cette jeunesse-là
qui est la racine de l'humanité. Nous voulons qu'elle grandisse avec ces valeurs-là déjà ancrées en elle, dans son âme, dans son cœur. Les valeurs de paix, c'est essentiel. Si nous voulons bâtir un monde de paix, il faut commencer d'abord avec les jeunes. À travers ces sections d'Abidjan, de Yamsoukro, de Gagnoa, de Diegonefla, Youth and Student for Peace Côte d'Ivoire a pour ambition faire naître de futurs leaders engagés pour une nation forte et émergente. Docteur Frédéric Edison est administrateur des services financiers. Il vient de mettre sur le marché une œuvre intitulée « Le contentieux fiscal en Côte d'Ivoire ». À travers cette œuvre, l'auteur, qui est à sa deuxième parution, veut amener le contribuable à connaître les procédures de réclamation afin d'éviter les conflits avec l'administration. La dédicace de l'œuvre a eu lieu le week-end dernier à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire en présence de notre reporter Franck Quadion. Après sa première œuvre intitulée « Le contrôle fiscal en Côte d'Ivoire » parue il y a 2 ans, le docteur Frédéric Edison Kassi vient de mettre encore sur le marché une autre œuvre dénommée « Le contentieux fiscal en Côte d'Ivoire ». L'ouvrage de 134 pages comprend 2 parties, le recours à contentieux et le recours non contentieux. Pour l'auteur, cette œuvre vise à donner des pistes aux contribuables afin de connaître les procédures de réclamation. Les contribuables ne sont pas suffisamment informés des règles de procédure. Et donc le livre s'inscrit dans le cadre de l'information des contribuables afin qu'ils sachent la procédure à mener lorsqu'il y a un contentieux fiscal. La première partie traite les questions de saisine, notamment l'autorité compétente à saisir, le droit d'agir, la qualité du requérant, la forme et le fond du recours. Elle traite également les procédures devant les juridictions répressives ou pénales. En ce qui concerne les recours non contentieux, l'ouvrage met en lumière le rôle de la commission de conciliation et de la commission paritaire mixte, fort peu saisie par le contribuable. Il n'y a pas d'État sans impôt et l'impôt constitue une ressource essentielle pour l'État. Et je pense que les États légifèrent. Donc je pense que trop d'impôts tue l'impôt, mais en Côte d'Ivoire, je ne pense pas qu'il y a trop d'impôts qui peuvent tuer partant d'impôts. En éclairant le contribuable, le public, les enseignants et les étudiants sur les différentes procédures, l'ouvrage a vocation de favoriser de meilleures relations entre l'administration fiscale et les usagers. Un petit mot de culture dans ce journal. 15 ans d'existence, 20 trophées et plusieurs voyages à travers le monde. La compagnie Remde est aujourd'hui une référence de la danse patrimoniale connue sous l'appellation de danse traditionnelle, voire de la culture en Côte d'Ivoire. Grâce à la qualité de son travail, la compagnie Remde vend l'image de la Côte d'Ivoire à travers chacune de ses prestations à l'extérieur. Elle a présenté récemment ses récompenses à la population. C'était à la mairie de Yopougon. Donc, gros zoom sur cette compagnie, une compagnie aux multiples potentialités. C'est avec l'un de nos spécialistes culture maison, son nom, Issa Chonanyeo. Yopougon, à l'Ocodrome Nyangon Sud à gauche, lieu de répétition de la compagnie Remde pour parfaire les pas de danse et les chorégraphies des spectacles. Ici, les membres de la compagnie travaillent sans relâche pour valoriser la danse patrimoniale, connue sous l'appellation de danse traditionnelle. Créée en 2003, la compagnie Remde permet à sa fondatrice Seri Yao de réaliser un rêve. L'identité d'un peuple, c'est sa culture. Et quand je suis rentré au pays après mes études à Montréal, j'ai vu que cette culture était en train de se dénaturer par la culture étrangère. Je me suis dit, en tant que bonne Ivoirienne, j'avais pour objectif et pour ambition de valoriser ma culture, la danse et la musique traditionnelle. En 15 ans d'existence, la compagnie est une référence en Côte d'Ivoire. Mieux, elle a décroché la 2e place du prix d'excellence dans le domaine des arts vivants en 2017. Et ce, malgré les nombreuses difficultés du secteur. Nous sommes confrontés à des difficultés. La Côte d'Ivoire étant un pays qui a beaucoup de cultures. Et les cultures ne se ressemblent pas.
quand nous allons au nord, nous avons par exemple le Mboloy, le Yachana, le Ngoron, qui n'ont pas les mêmes accoutrements que ceux de ma région, par exemple de Daloa, le Digba. Donc au niveau de cette diversité-là, nous rencontrons beaucoup de difficultés parce que chaque voyage, il faut changer notre patrimoine vestimentaire. On a du mal à voyager, c'est le côté financier. Et puis on rencontre aussi des difficultés au niveau des ambassades. On persévère. Et moi je dis, quand on est sérieux dans ce qu'on fait, même quand on vous refuse de partir, vous continuez d'essayer. C'est la persévérance. Un jour, ils comprendront que vous ne vivez que de ça. Et c'est votre métier, c'est votre profession. Plusieurs voyages et lauriers glanés font de la compagnie une digne ambassadrice du pays à l'extérieur. Des trophées célébrés au cours d'une cérémonie à la mairie de Yopougon pour montrer la qualité du travail effectué. Ce qui nous a le plus motivés, c'est qu'au début, on se croyait orphelin. Parce qu'on partait difficilement et on venait triste. Parce que quand on arrive dans ces différents pays-là, c'est des tapis rouges, c'est des motards, et puis c'est un rêve à Hollywood, quoi. Mais quand on arrive chez nous à l'aéroport, c'était vraiment sur la pointe des pieds. Et jusqu'à ce que, l'année dernière, le prix d'excellence apparaisse dans notre vie. Au total, la compagnie REMD a glané 20 trophées depuis sa création. Des trophées dédiés au président de la République, Alassane Ouattara, pour saluer toutes ses actions en faveur de la culture. Reportage signé Issa Chonon Yeo. Un mot d'actualité internationale pour refermer ce journal. Au Burkina Faso, 3 attaques ont ciblé une brigade de gendarmerie, un commissariat et un poste de police. À l'est du pays, un policier a été tué dans l'attaque d'un poste de l'Office national de sécurité routière. Et dans la même soirée de samedi 16 juin, le commissariat de police et la gendarmerie de Kominyanga, à 50 km de Fadangourma, dans le Koulpelego, ont essuyé des tirs. Un assaillant a été abattu au cours de cette double attaque. Et puis la Colombie vient d'élire Ivan Duque au poste de président de la République. Le candidat de la droite l'a emporté avec près de 54% des voix face à Gustavo Petro, le candidat de la gauche qui a reconnu sa défaite. Il est devenu ce dimanche 17 juin le plus jeune président de l'histoire de la Colombie moderne. Mais Ivan Duque, 41 ans, apparaît surtout comme le dauphin de l'ex-président Alvaro Uribe et rend ainsi le pouvoir à la droite conservatrice opposée à l'accord de paix avec l'ex-guérilla FARC. Il a promis d'effectuer des modifications structurelles à l'accord de 2016 qui a permis le désarmement de 7000 guerrilleros. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Bonne suite de programmes avec nous, avec Nessindri et Marcelin Govoy. Merci beaucoup, Hamza. Merci, Marcelin. Ça a été hier, ne partez pas comme ça. Partez où? Ça a été hier. Ça a été hier. C'était la fête des pères. Oh ouais. Vous avez reçu on les va cadeaux? dire un peu... Ben, quand même, ça a été. Vous avez reçu les cadeaux quand même? Oui, oui, oui. Déjà, la spécialité des femmes, c'est déjà des mots d'attention, des mots comme toujours. Juste à ce moment-là. Rien que des mots. Ouais. Paroles, paroles, paroles. Toujours. Toujours. Pas que pour ça. dire, oui, on reconnaît que tu es celui-là, tu es celui-là. Mais c'est déjà une très bonne chose. C'est ça. C'est déjà une très bonne chose de Moi, je pense reconnaître qu'on va créer un front pour toutes les fêtes à venir. Parce que n'oublions pas qu'il y a Noël, il y a Saint-Valentin, tout ça, ça arrive. La fête des mères, la fête des, femmes, là, le 8 mars. Et si les papas se révoltaient pour la fête des mères, qu'est-ce que ça pourrait Je suis donner? d'accord avec toi en tête. Tu nous dis seulement ce qu'il faut. Dis seulement un mot, et puis on te suit. Il n'y a pas de souci. Donc, vous savez, les papas, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs parce que le soleil, quand il se lève, il ne fait pas de bruit. C'est la raison pour laquelle notre fête est si silencieuse. Merci beaucoup. 6h44 minutes. 6h44 minutes, mesdames et messieurs. Gabrielle Zani est en train de s'échauffer dans les starting blocks, façon de parler, parce qu'elle va recevoir tout à l'heure madame la présidente du RPC, donc de Henriette Lagou. Madame Henriette Lagou sera notre invitée à Instant Vérité. Je rappelle à toute fin utile que Instant Vérité est en direct. Ce n'est pas du tout enregistré. Vous savez que l'équipe donc rédactionnelle de Matin Bonheur met un point d'honneur à ce que tout le monde puisse s'exprimer dans nos différentes lucarnes sur notre émission. Alors, Madame Henriette Lagou donc, est là, elle est dans nos studios, elle est en train donc, de satisfaire aux exigences donc, du maquillage et du micro. Donc, on va la recevoir dans quelques instants seulement. Et après, dans la thématique, nous recevrons donc Fabrice Kwasi Dido. Il est botaniste apiculteur sur le thème l'apiculture vous tente. Quelle rentabilité. Mais avant, le temps que Gabrielle Zani puisse s'installer, je vous propose ce reportage sous la glace à 2400 mètres du vin se magnifie. Voilà, faire vieillir du vin à 2400 mètres sous la neige,
Ça fait du bien. À Cauterets, les skieurs ont déserté les pistes de ski. En ce jour de juin, un étrange balai de dameuses rompt le calme de la montagne. À son bord, Franck, venu chercher ici son trésor enfoui sous la neige. Des bouteilles de vin qu'il a laissé vieillir. Voilà, ça y est, ouais, on les a enfin sortis, super content. On a eu déjà du mal à les déneiger, à finir les déneiger à la pelle parce que il y avait encore 3-4 mètres ce matin. Il faut monter en chasse-neige à plus de 2400 mètres pour apercevoir les 1200 bouteilles de graves rouges et blancs qui dorment sous la neige depuis le 18 janvier dernier. Franck a une intuition, la neige va magnifier son vin. La neige va apporter deux choses. La première, c'est l'optimisation de conservation. C'est-à-dire quand on parle de conservation, on parle de température, de froid constant, d'humidité, d'obscurité totale. Ce qui est le cas, mais plus que le cas là-bas, plus qu'un chai. Il y a des lumières, il y a des portes qui s'ouvrent. Une matinée de travail acharné aura été nécessaire pour les libérer. Puis c'est en hélicoptère qu'elles regagnent la vallée pour le moment que tout le monde attend, la dégustation. Je ne m'attendais pas à ça. Non, quelque chose d'aussi différent. Parce que bon, je sais pas, il y a passé 6 mois sous la neige, qu'on peut espérer une grande différence. Mais là, oui, là, une belle minéralité, un côté expressif, et une belle longueur en bouche. Et ce côté fumé qui apparaît. C'est quelque chose qui, pour moi, personnellement, a une belle richesse, une belle profondeur, une belle fraîcheur. De l'avis de tous, le vin vieilli sous la neige a gagné en aromatique, confirmant l'intuition de Franck. Il n'en est pas à son coup d'essai. Depuis maintenant 10 ans, il fait aussi vieillir ses bouteilles en mer dans le bassin d'Arcachon. Chaque milieu naturel va amener son élément de conservation, ses paramètres du milieu naturel dans lequel il est conservé. Il y a une atmosphère ambiante. Franck veut maintenant analyser son vin pour comprendre un tel changement de goût. Il espère pouvoir renouveler l'expérience l'année prochaine avec plus de bouteilles, ensevelies plus longtemps et encore plus haut sur les cimes. Bonjour mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans Instant Vérité. Vous êtes en direct dans Matin Bonheur. Alors, le 3 juin à Daoukro, le Renouveau pour la paix et la concorde, RPCP, le parti dirigé par Henriette Lagou signe son entrée au RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Mais Henriette Lagou n'est pas à son premier revirement politique. En 2001, radiée de sa famille politique, le PDCI, elle fonde le mouvement 2 millions de filles pour Gbagbo en 2004. Ensuite, en 2011, elle crée le RPCP et s'allie à d'autres partis politiques. En 2016, le RPCP intègre la coalition du non au référendum. En 2018, Henriette Lagou dit avoir choisi la voie de la stabilité et du bonheur en entrant au RHDP. Mesdames et messieurs, son entrée dans la coalition des oufouettistes est-elle crédible? Alors, qu'est-ce qui fait donc courir Henriette Lagou? Nous recevons sur le plateau de Instant Vérité la présidente du Renouveau pour la paix et la concorde RPCP. Bonjour Henriette Lagou. Bonjour. Madame, soyez la bienvenue dans Instant Vérité. Merci. Alors, Henriette Lagou, comme je l'ai dit à l'instant, vous êtes la présidente du RPCP, un parti politique que vous avez fondé en 2011 après les événements de la crise post-électorale. Alors, quelle est l'idéologie politique qui fonde le RPCP? Merci beaucoup. Je profite de l'occasion que vous me donnez pour remercier la RTI, la direction de la RTI pour ce passage sur Matin Bonheur pour dire nos vérités, les instants de vérité. D'accord. Le RPCP est un parti centriste. Parti centriste créé au moment où la Côte d'Ivoire était à la recherche de la paix. Vous savez, les valeurs du centrisme, c'est la recherche de la paix, la stabilité, le juste équilibre, la justice. Et donc, en fait, nous sommes centristes. Alors, donc d'idéologie centriste, expliquez, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? J'ai dit tout à l'heure, il y a des valeurs. Quand on a la droite, il y a des valeurs, la gauche, il y a des valeurs, et le centrisme aussi a des valeurs. Des valeurs de paix, des valeurs de stabilité. On a certaines valeurs qui en sont en même temps des valeurs de la gauche et des valeurs de la droite. D'accord. Donc, on pourrait le dire dans un jargon, un mixage
Voilà, des valeurs de droite, des valeurs de gauche. Et d'autres valeurs. Alors, donc, d'idéologie centriste, le RPCP dépose ses valises au RHDP. Pourquoi? Merci. Je vous rappelle que le RPCP a été créé le 11-11-11, c'est-à-dire le 11 novembre 2011, au moment où on était au plus haut point de la crise ivoirienne, où la Côte d'Ivoire, j'ai dit tantôt, cherchait la stabilité. Et de par notre idéologie et les valeurs qui nous incarnent, aujourd'hui nous déposons nos valises au RHDP parce que nous avons compris que la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses enfants. Vous savez, l'horizon 2020 n'est pas très clair. Et donc, nous devons participer au fait que la Côte d'Ivoire retrouve la paix. D'accord. Alors, Mme Mariette Lagou, vous déposez vos valises au RHDP. Est-ce que vous avez abandonné vos aspirations politiques pour les dissoudre dans celles du RHDP? Merci. Est-ce que vous n'êtes plus d'idéologie centriste? Merci beaucoup. Nous sommes centristes et nous restons centristes. Le RHDP, c'est une plateforme politique de plusieurs sensibilités, de plusieurs partis politiques. En fait, c'est un groupement de partis politiques. Ce n'est pas pour autant qu'on va abandonner notre idéologie. Madame il y a aussi des partis centristes qui sont... Le RHDP se mue vers un parti unifié pour que tous les partis membres de la coalition se fondent en un seul parti. Est-ce que vous, d'idéologie centriste, vous ne serez plus d'idéologie centriste? Merci beaucoup. Nous venons de déposer nos valises. Et c'est des débats d'aller vers un parti unifié. Oui, madame, répondez à la question. Vous me laissez faire mon développement. En fait, vous pouvez me laisser faire mon développement. Je vous indique que le RHDP est un groupement de partis politiques qui, à des moments donnés, c'est un dynamisme qui est en train de s'installer pour aller vers un parti unifié. C'est tout à fait normal, ça ne peut pas stagner. Et nous déposons nos valises. Nous aurons le temps, au cours des réunions, de dire ce que nous pensons et d'avancer dans les négociations. C'est toute une négociation. D'accord. Alors, donc, comme c'est toute une négociation, Mme Mariette Lagou, vous avez beaucoup négocié. Alors, vous êtes sorti du PDCI pour fonder 2 millions de filles pour Gbagbo en 2004, quand vous étiez ministre dans le régime Laurent Gbagbo, bien évidemment. Ensuite, vous fondez votre parti politique après les événements de la crise post-électorale. Alors, vous intégrez le RHDP. En moins d'une décennie, on note beaucoup de mutations, mais surtout plus d'instabilité dans votre évolution politique. Mme Mariette Lagou. Vous avez dit un mot, je ne parlerai pas d'instabilité, je parlerai de dynamisme, de pragmatisme et de réalisme. Et il faut corriger quelque chose. J'ai été radiée du PDCI parce qu'il y a des choses qui ne plaisaient sûrement pas à des personnes. Mais bon, ça, c'est des choses passées. Et je dis que je reconnaissais une femme battante sûrement, une femme qui court pour son pays, une femme qui court pour le bonheur de son peuple, une femme qui court pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. La politique n'est pas faite pour stagner. Ça doit être dynamique. Madame Mariette Lagou, les observateurs de la vie politique ivoirienne disent que vous ne courez pas pour rien. Vous courez, vous venez de le dire, pour la stabilité de la Côte d'Ivoire, pour le bonheur des Ivoiriens. Mais ma foi, vous ne courez pas pour rien. Pourquoi ce revirement politique? Qu'est-ce que vous recherchez au juste? Mais je ne cours pas pour rien. Je cours pour le bonheur des peuples. Et en même temps, on court. Quand on court, c'est pour soi-même être à des endroits où on peut défendre les intérêts du peuple. Alors, si on est assis, qu'on dort, évidemment, quand on ne court pas, on n'a rien. Voilà. Alors, donc, quand on ne court pas, on n'a rien, vous intégrez donc le RHDP à un moment crucial, vous le savez, de l'évolution de la coalition des oufouettistes. Alors, pensez-vous vraiment que le RHDP incarne actuellement là les valeurs de paix, les valeurs de fraternité que vous venez de dire, quand on regarde les invectives que l'on observe également dans cette coalition-là, actuellement? Est-ce que le RHDP incarne véritablement la paix que vous recherchez, la stabilité? Nous sommes en train de parler ici à la télé, on n'entend pas de coups de canon. Il y a une relative paisibilité. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, la gouvernance actuelle n'incarne pas la stabilité, puisqu'on n'est pas en train de se tirer les canons dessus. C'est vrai, il y a des problèmes qui sont posés, que nous allons défendre au cours de nos réunions, mais je pense que c'est à des moments comme ça cruciaux
des partis politiques, des groupements politiques, des pays, qu'il faut être dynamique et qu'il faut intégrer des endroits où l'on peut s'exprimer, où l'on peut sauver l'intérêt du peuple. D'accord, donc sauver l'intérêt du peuple. Vous êtes entré donc officiellement dans le RHDP. Cette entrée a été saluée par les partis de la coalition. Alors que pensez-vous apporter à l'Alliance des oufouettistes? Merci, on ne peut pas peut-être prétendre donner plus que ce que les déventions ont donné, mais nous allons dire notre part de vérité dans cette alliance, nous allons prendre notre part de travail que nous devons faire dans cette alliance, et je pense que ça va booster un peu à ce que la Côte d'Ivoire avance, ça va faire de telle sorte que, il faut, vous savez, à des moments en politique, il faut, dans notre pays, là, il faut une touche féminine pour pouvoir avancer les choses, pendant que les hommes sortent les coups de poing, et qu'on devrait sûrement peut-être entendre des coups de canon, il faut une touche féminine pour pouvoir apaiser les choses. Oui, Madame Henriette Lagou, mais en politique, je ne sais pas si la touche féminine peut apporter grand-chose, parce que vous êtes une candidate malheureuse à la présidentielle de 2015. Madame, vous n'avez pas de député au Parlement, on ne connaît pas vraiment le poids politique du RPCP que vous dirigez depuis. Alors, qu'est-ce que vous allez apporter au RHDP dans ces conditions-là? Merci, notre parti est jeune. Et vous savez, on dit toujours que les vieux ont la sagesse et les jeunes savent courir. Donc les deux ensemble, nous pourrons faire beaucoup de grandes choses. Alors, c'est vrai, j'ai été candidate et il faut savoir être bon perdant. J'ai perdu, certains hommes aussi ont perdu. Et on a été des candidats malheureux. Vous savez, dans une compétition, il y a toujours un gagnant. Oui. Et donc, il faut savoir être bon perdant et puis continuer de faire le combat, continuer de convaincre le peuple avant de gagner. Qu'est-ce que vous allez apporter concrètement au RHDP? Qu'est-ce que vous apportez? Merci beaucoup. Vous pensez qu'on n'apporte rien, mais on apportera beaucoup de choses. Parce que nous allons, j'ai dit, on vient de déposer nos valises. Nous allons faire des réunions, nous allons pouvoir dire ce que nous avons à dire, nous allons pouvoir indiquer. Vous savez, nous arrivons nouvellement, nous observons. Il y en a qui y sont déjà et il y a des choses qui ne voient sûrement pas que nous allons pouvoir dire. Et je pense que notre rôle ici est tellement important pour les jours à venir. D'accord, madame. Alors, selon certains Ivoiriens, votre entrée au RHDP n'est pas fortuite. C'est-à-dire que ce n'est pas gratuit ce que vous faites. Alors, est-ce que le remaniement ministériel imminent y est pour quelque chose? Dans le fonctionnement de la vie, vous savez que rien n'est gratuit. Dans tous les cas, à tous les niveaux, rien n'est gratuit. Non, je ne l'avoue pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand tu y vas, c'est pour que tu apportes ta valeur. Et si cette valeur est reconnue, à n'importe quelle position, il faut pouvoir aider. Alors, on n'y va pas pour avoir une fixation sur un poste ministériel. Madame, j'ai déjà été ministre par 2 fois. Vous pensez que ça peut m'attirer à quelque chose? Oui, madame je vais reposer la question autrement. Vous pouvez me laisser développer ce que je suis en train de fait-elle les yeux doux à Alassane Ouattara? Merci beaucoup. Si j'ai des yeux doux à faire, je les fais ailleurs, pas parce que je veux être dans un gouvernement ou pas parce que je veux être ministre. Je vous ai dit que j'ai été déjà ministre. Je suis en train de penser plus fortement à la Côte d'Ivoire et au monde parce que ce n'est pas... vous savez, la politique, c'est comme un jeu de chèques, un jeu de damier. On pousse les pions, on les déplace et pour pouvoir, en fin de compte, avoir le bonheur du peuple. Vous savez, après une telle guerre, après une telle situation en Côte d'Ivoire, les gens ne se portent pas bien. Alors donc, ce n'est pas pour un poste de ministre, ce serait trop facile. Alors, madame, en fait, ce sont les commentaires des Ivoiriens que nous avons recueillis sur la toile. Merci. Alors, dans ce cas-là, les Ivoiriens se posent la question de savoir pourquoi le choix du RHDP et non celui du PDCI. Alors, votre famille politique d'origine, pourquoi vous n'êtes pas revenu au PDCI? Vous êtes au RHDP. Ce serait très facile pour moi d'aller au PDCI. J'ai dit, je reviens à la maison et puis tranquillement, la famille m'accueille. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question que le parti politique que je dirige participe au débat au niveau national dans une position donnée pour pouvoir s'exprimer et aider la Côte d'Ivoire à une stabilité et à une paix durable. D'accord. Alors, madame, on va y revenir tout de suite. À l'instant là, maintenant, c'est la pause pour la publicité. C'est
C'est parti pour la caravane des valeurs du Nord. Du 5 juin au 14 juillet 2018, la caravane sillonnera les villes de Korogo, Ferkessédougou, Bouaké, Yamoussoukro, Abengourou, Abouesso, Daloa, Gagnoa, Diokoué, Mans, San Pedro, Dabou et Abidjan. Au programme, concours culinaire du Nord, jeux concours, de nombreux lots à gagner. Le vainqueur du concours culinaire de chaque ville sera sélectionné d'office pour la 4e édition du grand concours culinaire des filles gourmands du Nord. Du Nord, au cœur de vos repas depuis 3 générations. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour dans Instant Vérité. Vous êtes toujours dans Matin Bonheur et nous sommes avec Madame Henriette Lagou, présidente du RPCP, le Renouveau pour la Paix et la Concorde. Ce parti vient d'intégrer le RHDP et nous en parlons comme ça. Alors Madame Henriette Lagou, vous intégrez le RHDP, comme vous le dites, pour la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire. Donc je vous ai posé la question de savoir, avant la publicité, pourquoi le choix du RHDP et non celui du PDCI, qui est votre famille politique? Je vous ai dit, et je vous le redis, que j'aurais pu partir au PDCI. Ça allait être la chose la plus facile. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il n'est pas... C'est un parti politique que je dirige, je suis chef de parti politique. Ou même parce que le soleil brille au RHDP en ce moment. Le soleil brille aussi au PDCI et partout. Mais c'est un parti politique qui intègre un groupement de partis politiques pour la gouvernance de la Côte d'Ivoire et pour que les élections, toutes les élections se passent correctement et pour que la Côte d'Ivoire retrouve sa stabilité. Alors, on comprend bien que dans l'évolution de votre parti, en 2011, quand ce parti a été créé, vous avez toujours intégré les alliances de l'opposition, des partis de l'opposition. Vous avez fait partie du cadre permanent de dialogue, le PCD, je crois. Vous avez également fait partie de l'alliance pour le refus pour le référendum. Alors, pourquoi vous n'avez pas intégré l'alliance des forces démocratiques avec le FPI et d'autres partis politiques pour être une force ou un bloc politique d'opposition face à vos adversaires politiques et puis comme ça vous rentrez au RHDP? Vous bien comprendre, qu'est-ce que vous reprochez à l'opposition ivoirienne? C'est le cadre permanent de dialogue, le CPD. Évidemment, c'est nous qui avons commencé le CPD avec le gouvernement, le dialogue opposition-gouvernant. Mais ce que je vais vous dire, c'est qu'on a fait à un moment donné des combats. Nous étions dans l'opposition. Nous avons fait des combats dans le cadre de la constitution, du référendum. Nous avons fait un combat. Et j'assume le combat que j'ai fait. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je n'ai pas envie d'être un opposant professionnel. Je n'en ferai pas une carrière. À des moments, c'est des moments de choix. Mais madame, aucun parti politique ne veut rester dans l'opposition à vie quand même. Oui, bien. Voilà, je vous dis qu'il ne faut pas en faire une carrière, il ne faut pas en faire une profession. Et donc, à des moments donnés, il y a des combats à faire à un certain niveau. Et puis après, il faut évoluer. Il faut évoluer vers... Vous évoluez dans le sens du pouvoir. C'est cela? Écoutez, quand on crée un parti politique, c'est pour prendre le pouvoir. Donc, nous évoluons dans le sens du pouvoir, sinon tu recules. Voilà. Et donc, en ce moment, c'est des stratégies. C'est du dynamisme que tu donnes à ton parti pour pouvoir avancer pour la prise du pouvoir futur. D'accord. Alors, Madame Henriette Lagou, merci donc d'être venue à Instant Vérité. Comme vous l'avez dit, donnez votre part de vérité, mesdames et messieurs. C'est donc la fin de cette rubrique. Restez avec nous. Matin Bonheur se poursuit avec Nessie et Marco. Ça m'a dit merci. L'apiculture, à mon avis, c'est l'élevage des abeilles. L'apiculture, c'est l'activité qui consiste à élever les abeilles pour récolter le miel. C'est l'élevage des abeilles. Branche de l'agriculture est l'élevage d'abeilles à miel par l'homme pour exploiter les produits de la ruche, principalement du miel. L'apiculteur doit procurer à l'abeille un abri, des soins et veiller sur son environnement. Puis, il récolte une partie mesurée de ses produits, le miel, le pollen, la cire, la gelée royale et le propolis. Pratiquée sur l'ensemble des continents, cette activité, bien que pouvant être d'un impact important dans le développement économique de notre pays, l'apiculture reste tout de même pas très connue sous nos cieux. L'apiculture est une activité rentable, dans la mesure où le miel est beaucoup utilisé dans de nombreux domaines.
c'est une activité qui est rentable dans la mesure où le produit qui sort de cet élevage est beaucoup demandé. L'apiculture peut contribuer à l'essor de l'économie dans ce sens que cette activité peut permettre à beaucoup de jeunes d'avoir quelque chose à faire et puisque le miel est vendu un peu cher, je pense que cette activité peut leur procurer aussi assez de revenus et par ricochet contribuer à l'économie. Si, n'est-ce pas, le ministère de l'Agriculture s'implique, n'est-ce pas, à développer cette structure. L'apiculture est une activité qui, lorsqu'elle est bien menée, est très rentable avec aussi bien des produits dérivés prisés par plusieurs industries. L'apiculture peut aider à lutter contre la pauvreté, favoriser l'insertion sociale du fait qu'elle est une activité génératrice de revenus par la production et la vente du miel. Elle peut aussi contribuer à bien positionner notre pays en matière d'exportation de miel de qualité. Plusieurs aspects avantageux pour l'économie. Maintenant. Oui, c'est très appétissant au sens propre comme au sens figuré. On va mettre du miel dans la matinée de ce lundi. Monsieur Didot, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes botaniste apiculteur. C'est bien cela. Et ça veut dire quoi d'ailleurs? Botaniste. Apiculteur. Botaniste apiculteur. Bon, botaniste parce que j'étudie les plantes à l'université Félix Houphouët-Boigny. Apiculteur parce que l'apiculture, c'est l'art déjà d'élever les abeilles. Donc, lorsque vous élevez les abeilles, on vous dit que vous êtes apiculteur. Ça fait 3 ans que vous gravitez dans le giron de l'apiculture. Est-ce que c'est développé? Est-ce que c'est développé chez nous en Côte d'Ivoire? Pas vraiment. Pas vraiment. Pourquoi? Bon, parce que déjà la Côte d'Ivoire est un pays qui a tellement de potentialités qu'il y a des secteurs d'activité qu'on néglige. On a le cacao, on a le café, on a l'anacade. Donc ça fait qu'il y a des secteurs auxquels on ne s'intéresse pas trop. Donc jusque-là, ça reste une activité qu'on essaie de promouvoir à travers des études, à travers des sensibilisations, mais qui intéresse de moins en moins quand même certaines personnes parce qu'ils ont surtout peur des abeilles. Et oui, justement, expliquez-nous un peu le processus de fabrication du miel. Parce que là, quand on parle d'abeilles, on pense tout de suite à piqûre, ça effraie un peu. En fait, les hommes qui sont appelés des apiculteurs, ceux qui élèvent les abeilles, ne fabriquent pas de miel. Ils ne donnent rien à manger, en tout cas pour la Côte d'Ivoire. Sinon, sous d'autres cieux, d'autres nourrissent des abeilles avec d'autres produits. Ce qu'ils font, au lieu que les abeilles restent dans les arbres, dans la végétation, ils donnent à ces abeilles-là des gîtes. Donc, on permet à ces abeilles de trouver un endroit où se mettre pour être à l'abri des feux de brousse, de certaines menaces. Et les abeilles elles-mêmes se chargent d'aller chercher dans l'environnement les éléments qui les intéressent pour la fabrication du miel. Je vais me lancer dans l'apiculture. Première étape. La première étape, il vous faut vous former. Il faut que vous soyez formés, vous sachiez comment est-ce que les abeilles fonctionnent, quelles sont les dispositions à prendre pour que l'apiculture même vous réussisse. Aujourd'hui, beaucoup de personnes rentrent dans l'apiculture et en ressortent malheureuses. Pourquoi? Parce qu'elles ne prennent même pas la peine de prendre une formation de base. Déjà, c'est pourquoi le fait d'être botaniste me donne une nette clairvoyance de certaines choses, parce que ça me permet d'apprécier la végétation, c'est pour voir s'il y a dans cette végétation-là des éléments qui permettront de réussir l'apiculture. Justement, parlant de végétation, lorsqu'on préparait l'émission, vous avez dit qu'il fait bon et il est mieux de pratiquer l'apiculture au nord qu'au sud, parce qu'il y a certaines choses concrètes. Lesquelles? Bien sûr. Au nord, on retrouve des espèces qui ont un intérêt apicole plus élevé qu'au sud. Pourquoi? Parce que les mêmes espèces qu'on peut retrouver ici au sud, qu'on retrouve également au nord, elles sont très pauvres en eau. Alors que le nectar reste l'élément essentiel utilisé par les abeilles pour confectionner le miel. Et donc, si vous avez dans le nectar trop d'eau, les abeilles doivent fournir trop d'efforts pour diminuer le taux d'humidité dans ce nectar-là, pour arriver au miel. Donc, vous avez l'exemple, comme je le disais tantôt, des mangues. Vous voyez, les mangues qui sont produites au nord sont plus succulentes que les mangues produites au sud. Parce que là-bas, la pluviométrie étant faible, on a dans le sucre qui est concentré dans ces fruits-là par rapport ici au sud. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'on parle de miel de Boundiali. Voilà, quand on parle de miel de Boundiali, les gens veulent mettre plus l'accent sur la qualité. Parce que quand ça vient du nord, là-bas, le climat étant tellement chaud, ça fait que le miel mûrit très rapidement. Ici, au sud, on peut produire du miel. Mais c'est les mêmes abeilles, non? Bien sûr, c'est la même espèce d'Apis mellifera. C'est la même espèce qu'on retrouve, mais plus que l'élément, les ingrédients. C'est comme vous direz... La météo, le climat, ça agit. La météo, le climat agit bien sur la vie même sociale des abeilles. Donc, si vous avez ici au sud des ruches, comme j'en ai déjà vu, ici au sud,
Si vous avez ici au sud des ruches, que vous récoltez ce miel-là, vous le sentirez plus liquide. D'accord. Moins mûr, moins lourd. D'accord. Vous le sentirez plus liquide. Vous voyez, déjà à partir de Tumodi, on produit du miel. Mais quand vous prenez le miel qui est produit à Tumodi, il est plus liquide. Par rapport, plus on va vers le nord, vous allez trouver du miel qui est plus... Vous avez ici, par exemple, ici, ce miel, il est produit à Bundiali. Ce miel, il est produit à Katiola. Wow. Le fait que le miel soit plus liquide ou qu'il soit plus visqueux... le miel. Le fait que le miel soit plus liquide ou qu'il soit plus visqueux ne dit pas forcément qu'il est de mauvaise qualité. D'accord. Tout dépend des sucres. Parce que dans le miel, on a plusieurs types de sucres. Déjà, Katiola et Bundiali, on est dans une zone vraiment préférentielle, on va dire ça comme ça. Déjà préférentielle. À partir de la zone de transition forêt-savane, c'est-à-dire dès que nous commençons au V, à la pointe du V Baoulé, déjà vers Tumodi, c'est un gros beau Tumodi, vous voyez là. Dès qu'on commence là, cette zone-là est déjà propice à l'apiculture pour avoir une production plus élevée. Plus élevée. Parce qu'ici, on peut produire du miel, mais pas pour pouvoir gagner beaucoup d'argent. Mais comment bien choisir son miel? Comment bien choisir son miel? Déjà, à la base, il faut choisir du miel sombre. Le miel sombre est donc la couleur. La couleur. Le miel sombre est de préférence de bonne qualité. Pourquoi? Parce qu'il est très riche en antioxydants. Et il faut aussi pouvoir tester. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est très difficile pour quelqu'un qui ne connaît pas le miel d'arriver même à distinguer le bon du faux. Comment tester, en fait? On parle de la bouchette d'allumette. Oui, les gens parlent de la bouchette d'allumette parce que le miel est très très pauvre en eau. Il a un taux d'humidité inférieur à 18% quand il est mûr. Donc quand vous mettez la bûchette d'allumette dans le miel, il n'y a pas d'eau qui communique avec la matière qui permet d'allumer. Donc automatiquement, il va s'enflammer. Mais le miel peut être naturel et puis ne pas être enflammé par la bûchette, c'est-à-dire qu'il a été récolté pas mûr. Parce que quand les abeilles confectionnent le miel, vous voyez dans cette boîte, j'ai amené par exemple un échantillon de rayons. Quand elles confectionnent les rayons, vous pouvez ouvrir. voilà. Donc vous avez à l'intérieur des rayons. Quand elles confectionnent les rayons, elles vont mettre à l'intérieur de ces rayons-là des alvéoles du rayon, le miel. Et les abeilles dans la ruche chargées d'entretenir le climat vont battre de l'aile, vont créer un microclimat pour baisser le taux d'humidité. Montrez pour voir, qu'on puisse voir à l'intérieur, pour vous montrer ça comme ça. Ouais, non, voilà, comme ça. Waouh. Et ça, comment on appelle ça? Bon, ça c'est un rayon. Laissez. C'est un rayon. Oui, c'est un rayon. Bon, communément, nous dans le jargon de producteurs, de commerciaux, on préfère appeler ça gâteau. Ça ressemble à des gaufrettes. Voilà, on préfère appeler ça comme cela. On peut manger ça comme ça? Oui, vous pouvez manger ça comme cela. Quand vous mâchez, vous allez sentir qu'il reste dans la bouche comme quelque chose, comme du chewing-gum, et que vous recrachez. Ça, c'est la cire. C'est la cire. Et c'est cette cire-là qui est préparée après pour obtenir ça. Ça, c'est quoi, un savon? Ce n'est pas un savon, c'est la cire. Vous voyez les rayons? Quand ces rayons-là sont préparés avec des techniques propres à l'apiculteur, on obtient ça. Et ceci, ça, on prend pour fabriquer des bougies, ça rentre dans le cosmétique, ça rentre dans des produits pharmaceutiques. Est-ce que l'industrie justement du miel en Côte d'Ivoire est propice à la rentabilité? Est-ce qu'on gagne de l'argent dedans? Bien sûr. Soit au nord, au sud? Bien sûr qu'on gagne beaucoup d'argent dans le miel, mais déjà il faut prendre des dispositions pour réussir l'apiculture. Lesquelles? Bon, voilà. La première disposition, c'est la formation. Il faut vous former. Vous insistez là-dessus, la formation. Vous trouvez qu'il y a un peu de gens qui y vont parce que bon, on a un peu d'argent de côté, on va faire ça, c'est très ivoirien, très africain ça. On a un peu d'argent dans quelque chose, on met tout sans passion, sans s'informer, sans formation, et puis après ça fait pchit. Quand on n'est pas formé, on ne sait même pas quel rayon récolter. C'est ce qui fait la particularité de l'apiculture. L'apiculteur, contrairement aux récolteurs qu'on retrouve en brousse, parce que la plupart du miel qu'on retrouve sur le marché ivoirien, c'est du miel sauvage. Vous allez, par exemple, dans la saison sèche, des personnes vont en brousse, elles trouvent un essaim d'abeilles dans un arbre qu'elles abattent et elles récoltent un peu de tout, sans faire attention au miel mûr, au miel de couvain, au miel pas mûr. C'est un peu de tout qu'on récolte. Alors que l'apiculteur, lui, il va choisir, puisqu'il a sa ruche. Donc, il choisit les rayons qu'il juge aptes à la récolte. Donc, il sait déjà ce qu'il récolte. Ce qui va donner à son miel une qualité qui est fortement différente de tout ce qu'on peut avoir sur le marché. Parce qu'il a choisi de récolter du miel mûr. Donc la formation. Mais aussi, dans quelle végétation pratiquer l'apiculture? C'est ce qui
moi en tant que botaniste, mon étude porte là-dessus. Identifier les espèces de plantes qui intéressent fortement les abeilles. Parce que vous pouvez voir des abeilles sur une plante, parce que peut-être elles sont affamées. Mais s'il y avait une autre plante, elles seraient allées dessus. Elles auraient eu plus de nutriments là-bas pour produire le miel. Donc déjà, identifier une végétation, dit cette végétation, elle est propice à l'apiculture. Si j'y fais mon apiculture, je pourrais avoir une grande quantité de miel. Non pas du miel, mais une grande quantité de miel pour pouvoir rentabiliser rapidement. Donc, on vous forme sur la vie sociale des abeilles, comment elles se comportent. Quand vous voyez les abeilles autour du rucher ou autour de la ruche, le comportement, comment interpréter ce comportement-là? Parce qu'il y a des prédateurs qui, quand ces prédateurs rentrent dans la ruche, les abeilles ont un comportement. Si vous ne faites pas, vous ne savez pas discerner ces éléments, vous allez penser que c'est juste des abeilles qui sont en train de s'amuser alors que la colonie est attaquée. Donc il y a déjà ça. Il y a la végétation. Quand vous identifiez les espèces, bon tiens, j'ai identifié Daniela oliveri, j'ai identifié Pilostigma, je dis des noms scientifiques parce que je suis botaniste. Ouais, j'ai identifié par exemple Vitellaria paradoxa qui est le karité, j'ai identifié Parkia biglobosa qui est le néré, qui sont des espèces qui intéressent forcément les abeilles. Quand j'en vois dans la végétation en grande quantité, je dis tiens, là, je sais qu'elles ont suffisamment de substances. C'est un terrain propice. Voilà, c'est un terrain propice. Mais également, il faut qu'il y ait un endroit où les abeilles vont boire de l'eau. Parce que les abeilles boivent beaucoup d'eau. Monsieur Dido, est-ce que la Côte d'Ivoire prend au sérieux l'apiculture? La Côte d'Ivoire essaie de prendre au sérieux. C'est-à-dire Quand je dis essaie, parce qu'il y a des initiatives. Il y a déjà eu plusieurs initiatives de la part du gouvernement. Il y a déjà eu plusieurs initiatives de la part de la BAD même, qui en 1994 avait initié un projet dans le département de Katiola, que je rappelle, le département de Katiola, c'est la zone où a commencé l'apiculture en Côte d'Ivoire, l'apiculture moderne, puisque l'apiculture traditionnelle est pratiquée depuis des lustres par nos parents. Donc il y a des initiatives. Mais quand je le dis, on a tellement de potentialités. Est-ce que la Côte d'Ivoire a du bon miel? Bien sûr. Du très bon miel. Vous voyez, le miel que nous produisons, il y a plusieurs Français auxquels nous avons livré ce miel-là, qui cherchent même à pouvoir l'exporter là-bas. Que ce soit au Soudan, que ce soit au Ghana. En tout cas, pour la production que nous faisons, quand on a des personnes qui sont de passage en Côte d'Ivoire, quand nous leur offrons ce miel-là, ils apprécient bien. Parce que ce soit du miel du Sud ou du Nord. Hein. Nous ne même au Sud, c'est vrai que ce n'est pas aussi bon que celui du Nord, mais c'est de bonne qualité quand même. Hein. Bon, en fait, la qualité, en fait, quand je parle de la qualité, au Sud ici, je n'ai pas encore goûté du miel produit. Le miel de Toumoudi est bon, par exemple. Mais il n'est pas au Sud. Toumoudi, déjà, nous sommes au centre. Bon. Déjà en savane. Bon, moi, je parle par rapport à Boundiali, quand même, c'est un peu plus en bas. Non. Il n'y a pas à dire que le miel qui est produit à Toumoudi est de moindre qualité. Non. Non, c'est ce que je vous demandais justement. Oui, il est très bon. Toumoudi, on parle de végétation, on parle d'espèces qui vont permettre à l'apiculteur d'avoir beaucoup de miel. Justement, parlons de la quantité. Est-ce que vous arrivez à produire en grande quantité pour répondre aux attentes des exportateurs? Pour l'instant, nous ne sommes pas dans l'exportation. Parce que comme... Mais si vous avez des demandes de l'extérieur? Oui, des demandes que nous n'avons pas encore décidé de satisfaire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le miel est une production animale. Donc, ça répond à beaucoup de critères d'environnement. Donc, vous allez vous lancer dans l'exportation, vous n'êtes même pas sûr de pouvoir tenir dans l'exportation. Déjà, le marché ivoirien est très demandeur de bonne qualité. Nous, on a dans nos supermarchés ici du miel qui est exporté. Donc, nous prenons la peine déjà de satisfaire le marché local. C'est vrai que les personnes, quand elles goûtent, quand elles quittent en France, elles quittent aux États-Unis, quand elles goûtent, elles sont émerveillées. Mais on ne va pas se lancer dans cette course d'argent. On préfère produire quelque chose de bon. Parce qu'à la base, nous avons un regard scientifique de la chose. Vous dites que vous êtes botaniste. Donc vous vous intéressez à l'apiculture, vous faites un peu de palynologie. On va prendre votre miel, on va le tester, on trouve qu'il est un peu modifié. Bon, vous remettez en cause toute votre formation faite ici par des grands maîtres. Mais le miel ivoirien est sécurisé, non? Sécurisé, c'est à... Est-ce qu'il n'y a pas de souci avec le miel ivoirien? Il n'y a pas de souci. C'est-à-dire le japonais, le suédois qui le goûte, c'est du bon miel. Hein? Tout dépend de la manière dont il a été récolté et de la manière dont il est conditionné. Vous parlez de conditions d'hygiène. Voilà. Tout miel à la base, qu'il soit dans un arbre, qu'il soit dans une ruche, c'est le même miel. Il est bon. Il est bon, voilà. Il est bon. Quand je dis le même miel, c'est-à-dire qu'il est bon, non pas forcément en termes de qualité et de composition. Il est bon.
Maintenant, quand vous le récoltez, est-ce que vous prenez la peine de récolter des rayons mûrs? Parce que c'est là que commence le problème. Déjà, dans quelles conditions vous récoltez? Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas apiculteur, vous n'avez pas certainement une tenue adéquate. Donc vous venez avec une gèbe en fumée, là, vous mettez dans le rucher, vous avez peur des piqûres, vous essayez de vous débattre. Non seulement vous détruisez la colonie, vous récoltez du miel qui va sentir de la fumée. Aujourd'hui, on a du miel sur le marché qui sent de la fumée, on dit c'est du miel brûlé. Non, ce n'est pas parce qu'il sent de la fumée qu'il est brûlé. On parle de miel brûlé lorsque vous avez votre rayon tel que je présentais ici et que vous n'arrivez pas à tirer de ce rayon le maximum de miel et que vous mettez à chauffer. Parce que sous l'effet de la chaleur, ce miel-là va davantage se liquéfier et vous retirez. C'est ce miel-là qu'on dit miel brûlé. Donc il peut ne même pas sentir de la fumée puis être brûlé. Et le fait d'être brûlé n'a rien à voir avec la coloration sombre. Moi j'ai déjà goûté, dans nos productions, nous avons déjà du miel qui est encore plus noir que celui-là. Vous avez par exemple les pollens du néré, Parkia biglobosa, qui sont très noirs. Donc dans la période de production de miel, c'est-à-dire entre décembre et mars, cette plante-là est en fleur. Donc vous retrouvez plein de ces pollens-là dans le miel. Notamment, c'est forcément qu'il colore le miel en très sombre. C'est pourquoi tout le miel qu'on produit en Côte d'Ivoire ici, il est pratiquement sombre. Vous avez vu, vous regarderez à la télévision, vous verrez chez les Occidentaux, ils ont du miel très clair, même blanc. Le miel estampillé Côte d'Ivoire est de bonne qualité. Très bonne qualité. Très bonne qualité. Très bonne voilà, qualité. C'est ce qui nous rassure. Très bonne qualité. Il faut de plus en plus que les gens puissent s'y intéresser, bien sûr. Y pratiquer de façon, pratiquer donc les activités de façon professionnelle, ne pas prendre ça à la légère. Quoi. Il y a d'énormes potentialités. Il y a d'énormes potentialités, non seulement pour l'apiculteur, mais aussi pour la Côte d'Ivoire elle-même dans son entièreté. Vous savez que les insectes sont responsables, selon les recherches scientifiques, à 1/3 de la sécurité mondiale alimentaire. Wow. Et parmi ces insectes-là, les abeilles ont une très grande place. Contrairement aux autres insectes qui vont seulement se nourrir, quand elles sont rassasiées, viennent dormir, les abeilles ont un devoir d'emmagasiner. Donc elles vont, elles se nourrissent, mais elles emmagasinent. Donc elles travaillent 10 fois, 15 fois plus que les autres insectes. Il faut comprendre aussi le système des abeilles, ça c'est très important. Oui. Leur manière de réfléchir, leur manière d'agir, ça c'est très important aussi. Leur stratification, c'est une société secrète. Hein. Bien sûr. Et même beaucoup d'ouvrages de sociologie ont copié la sociologie des abeilles. Et les abeilles sont à protéger. Est-ce que bien sûr. Les abeilles suffisamment. Les abeilles sont à protéger. Aujourd'hui, quand vous arrivez en Europe, c'est le déclin des abeilles. Les abeilles sont à protéger, puis il faut se protéger aussi contre les abeilles. Les abeilles sont à protéger, il faut se protéger. Aujourd'hui, en Europe, c'est le déclin des abeilles. Parce qu'on a des produits phytosanitaires qu'on utilise qui détruisent les abeilles. Vous savez, les abeilles vont sur les fleurs chaque matin. Donc, si vous avez des produits qui sont dangereux pour les abeilles, il va sans dire que vous aurez des abeilles non seulement qui vont mourir, mais vous aurez les traces même de ces produits-là dans le miel, si les abeilles ne sont pas mortes. Donc déjà, le fait de vulgariser l'apiculture, c'est accroître la production de café, c'est accroître la production d'anacade. Parce que ce sont les abeilles qui vont sur les fleurs d'anacadier, qui vont sur les fleurs de caféier pour pouvoir prendre leur nectar, mais aussi favoriser la pollinisation. Mais en Côte d'Ivoire, on n'a pas ce problème-là. Les abeilles se portent bien. Les abeilles se portent bien, parce que nous-mêmes, on n'atteint même pas le seuil même d'utilisation de produits phytosanitaires. Vous voyez nos campagnes. Combien de personnes peuvent mener une agriculture mécanisée pour dire qu'on va utiliser beaucoup de produits? Non, non, non. C'est pourquoi nous avons du très bon miel. Ouais. Du très bon miel. Et moi, ce qui me plaît dedans, c'est que c'est un créneau porteur. Très porteur. C'est un créneau porteur, mesdames et messieurs. Si vous nous regardez ce matin, quel que soit l'endroit, sachez que c'est un créneau porteur. Très porteur. Il y a de l'argent à gagner dedans, on va dire ça comme ça. Et quand on est bien formé, surtout quand on prend les bonnes informations. C'est ça. Et l'investissement initial n'est pas lourd. L'investissement initial n'est pas lourd. Environ combien comme ça? On peut commencer avec 50 000 francs. Mais si on n'a pas le temps de faire une formation, on est fonctionnaire, on a un petit fonds, est-ce qu'il y a la possibilité de se rapprocher des apiculteurs comme Bien sûr, actuellement nous sommes avec nos amis apiculteurs en train de réfléchir pour mettre en place une école de formation. Vous voyez en Europe aujourd'hui, il y a des écoles où vous allez, on vous donne un certificat pour pratiquer l'apiculture. Aujourd'hui, le miel qui est d'Occident, il n'est pas vendu en litres, il est vendu au kilogramme, en grammes. Mais vous allez, vous voyez 500 grammes, on vous dit 500 grammes, 20 €. Parce qu'ils ont professionnalisé la chose. Chez nous encore, ça reste quelque chose d'un peu traditionnel. Ce que nous voulons à travers l'apiculture, mais à travers aussi notre rôle de botaniste et d'écologue, c'est la préservation de la biodiversité, la préservation de l'environnement. Vous voyez, j'ai eu dans mon parcours à travailler avec des apiculteurs.
nous avons sillonné, nous avons observé. Parce que moi aussi, mon rôle, c'est de recenser toutes les plantes qui intéressent les abeilles. Et pour cela, je dois être dans la végétation avant le lever des abeilles, c'est-à-dire avant le lever du soleil. Parce que dès que le soleil se lève, les abeilles sont déjà levées. Et après, je dois en sortir après le coucher du soleil. Donc j'observe les espèces qui intéressent les abeilles. Et quand vous êtes avec un apiculteur et que vous observez ensemble, il fait dorénavant très attention à cette plante-là. Parce qu'il sait que c'est d'elle que se nourrit son abeille pour pouvoir produire son miel. Qu'en est-il du miel d'acacia? Oh, du miel d'acacia, il y a aussi aujourd'hui sur le terrain, il y a beaucoup de choses qui sont dites pour le business. Miel d'acacia, miel de ci, miel de ça. Ici, il est un peu difficile de pouvoir identifier un miel comme étant le miel d'acacia ou le miel d'anacadier, bien qu'on sache que dans l'environnement, il y a beaucoup d'anacadier. Parce que ce n'est pas vous qui orientez les abeilles. Les abeilles elles-mêmes se lèvent pour aller chercher leur nourriture. D'accord. À moins que vous... Il y a des techniques, on nous dit qu'il y a des techniques d'orientation des abeilles, notamment en Israël, pour orienter les abeilles. Elles-mêmes? Oui, ils ont des techniques. C'est-à-dire que l'apiculteur a le moyen d'orienter l'abeille. Ils mettent des moyens de distraire, je ne sais pas, orienter les abeilles vers des endroits précis. Ça peut être peut-être par travers des rayons ultraviolets, puisque les abeilles se déplacent. En Israël. Ouais. Les abeilles se déplacent avec les rayons ultraviolets du soleil, qu'elles arrivent à discerner que nous les humains, nous ne pouvons pas voir. Donc aujourd'hui, quand vous avez une végétation, en Europe, vous voyez, vous pouvez avoir une large étendue de vignes. Si quelqu'un produit son miel dans cette végétation-là, il dirait qu'il a du miel de vigne. Vous avez, par exemple, voilà. Moi, par exemple, j'ai déjà goûté du miel de café. Ici, en Côte d'Ivoire, à Tomodi. Waouh, et c'est bon? Très bon. Quand vous goûtez, l'arôme est celui du café. Mais il y a une technicité pour pouvoir avoir le miel de café. Quand le caféier commence à fleurir, rapidement, vous installez la hausse pour que les abeilles commencent déjà... Quand elles vont butiner, elles produisent rapidement le miel de café. Et dès que la floraison du caféier finit, vous devez retirer les hausses. Là, vous êtes sûr qu'elles ne vont pas aller encore butiner d'autres espèces pour mélanger. Voilà. Oui. Donc, pour pouvoir produire du miel d'acacia et ci et ça, ça dépend. Quand vous avez une grande étendue de végétation où il y a de l'acacia, avec une technique, c'est pourquoi je parlais de la formation, avec une technique propre, vous pouvez produire du miel d'acacia. Mais aujourd'hui, il faut faire très attention. Quand on a du miel jaune, on dit que c'est du miel d'acacia. Quand on a du miel de telle couleur, et donc ça rentre dans les trucs publicitaires, de marketing, qui n'est pas forcément vrai. Merci beaucoup à vous, monsieur Fabrice Kwasi Dido. Vous êtes un botaniste passionné. Vous respirez miel. Vraiment, vous aimez beaucoup le miel. Merci pour les bouteilles et pour le cidre et pour tout ça. On va tester, on va voir et puis on va prendre des notes. On va prendre des notes pour voir vraiment parce que voilà, on est fiers parce que c'est fait en Côte d'Ivoire. C'est made in Côte d'Ivoire. C'est fait en Côte d'Ivoire. Voilà. Bon, consommez ivoirien, soutenez la recherche. Ce sont des chercheurs qui cherchent. Il faut les encourager. Ils trouvent. Oui, ils cherchent et ils trouvent. Nous trouvons. Et ils trouvent et ça fait avancer la Côte d'Ivoire. C'est ça, c'est ce que nous faisons, nous voulons partager à Matin Bonheur. Merci. Très très bon début de semaine à toutes et à tous. Au nom de la rédactrice en chef Kadi Fadiga, je vous souhaite de passer une très bonne journée.